Très ravi de vous retrouver de nouveau à travers ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce mardi. Des Congolais sans carte et autres pièces d'identité dans l'est de la RDC sont emportés des forces et transférés au Rwanda en violation des droits de l'homme. Cette pratique utilisée par le rebelle est vivement dénoncée et critiquée par la ministre des Droits humains. Chantal Tchavou a aussi signalé des arrestations arbitraires qui se font depuis le 17 mai dernier à Goma et dans d'autres zones occupées par le M23. Vous l'entendrez dans un instant. Également, au sommaire de votre 13h30, 50 000 doses des vaccins contre la rage canine et autres maladies infectieuses déjà disponibles dans la province du Haut-Katanga. Ces maladies menacent l'élevage et dérangent la sécurité alimentaire. Ces vaccins serviront aussi pour d'autres petits ruminants et des gros bétails. Ces doses de vaccins ont été remises par le ministre de la Pêche et l'Élevage. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans vos souvenirs régionaux à la radio-télévision nationale congolaise. Conflit entre la RDC et le Rwanda. L'Assemblée parlementaire de la francophonie veut jouer à la médiation. Une mission des bons offices de l'APF a démarré hier en RDC. Pendant 2 jours, la mission consultera toutes les couches sociopolitiques congolaises. Hier, elle a échangé avec les députés et sénateurs. Anim Balaka nous en parle. Dans une ambiance solennelle, le Palais du Peuple a servi des cadres ce lundi 26 mai 2025 au lancement officiel de la mission des bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en République démocratique du Congo. Accueillie avec les honneurs dus à son rang, la délégation de l'APF a été reçue par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe et du président du Sénat Sama Lukonde, entouré de plusieurs membres des bureaux du Parlement congolais, des députés nationaux et sénateurs. Dans son allocution d'ouverture, le speaker de la Chambre basse du Parlement a lancé un appel fort, un message clair adressé à tous les acteurs régionaux dans un contexte où la guerre sévit depuis 3 décennies dans l'est de la RDC. Pourquoi nous devrions nous faire la guerre? Pourquoi consacrer nos ressources à la destruction alors que nous pourrions investir dans les infrastructures, renforcer le capital humain, soutenir l'agriculture et promouvoir l'industrialisation à l'effet de créer des conditions propices à une croissance économique durable et inclusive? Nos populations ont trop souffert et le sang a trop coulé sur nos terres, pourtant si riches, si belles et si hospitalières. Des millions de morts en 3 décennies, c'est trop. C'est inadmissible et ça doit s'arrêter. Durant son séjour de 2 jours à Kinshasa, la délégation de l'APF prévoit une série de consultations avec les institutions de la République, la société civile, l'opposition, les confessions religieuses, la MONUSCO ainsi que certains membres du gouvernement. Objectif, écouter toutes les parties et faciliter un rapprochement des points de vue. La mission poursuivra ensuite sa route vers Kigali pour la seconde étape. Le team ambition demeure la même, encourager à travers le dialogue la construction d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Ont été reçus par le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde. Plus de précisions avec Janine Kalenga. Bienvenue au Sala. À la recherche des solutions pour éradiquer le terrorisme dans le monde, des parlementaires indiens ont échangé avec le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, ce lundi 26 mai 2025. À l'issue des échanges, Srikant Eknath Shinde, membre du Parlement indien et porte-parole de la délégation, s'est exprimé. Today, our Indian delegation met auquel le message de zéro tolérance contre le terrorisme au nom de 1,4 milliard d'Indiens. Nous avons porté le message de notre Premier ministre ainsi que le message de tous les citoyens indiens. Nous sommes en RDC, le message de zéro tolérance contre le terrorisme et le message de paix a été partagé et apprécié par le peuple congolais.
va rester à notre côté et à lutter contre le terrorisme. C'est un soutien très fort que la RDC nous a donné. Le chef de la délégation indienne a laissé entendre que la partie congolaise s'est montrée très ouverte à cette initiative qui vise à mettre fin au terrorisme non seulement en Inde, mais aussi à travers le monde. C'est très important que toutes les nations se mettent ensemble et se battre contre le terrorisme. Je suis très satisfait de la réponse qu'on a reçue du président du Parlement et le président du Sénat. Le président de l'Assemblée nationale m'a rassuré, ils vont condamner ces attaques lors des sessions parlementaires. Donc, même à travers le monde, aux Nations Unies ainsi que la l'Union africaine, ils vont condamner ces attaques qui s'est passées en Inde. Le message que nous avons apporté a été apprécié à travers le monde par les différentes nations. Par ailleurs, la délégation des parlementaires indiens souhaite que les Africains s'unissent à cet effort, d'autant plus que le terrorisme n'est pas vécu seulement en Inde. Il constitue une menace pour la sécurité mondiale. Et la marche continue pour la chef de l'exécutif. La première ministre poursuit sa tournée dans l'espace Grand Kasaï. Judith Suminwa est arrivée hier à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. À l'aéroport, des autorités provinciales et la population l'ont accueillie chaleureusement. Chimedondo. Il est 16h40 lorsque l'avion transportant la première ministre Judith Suminwa Tuluka atterrit sur le tarmac de l'aéroport de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. C'est une visite très attendue pour sa première descente dans cette partie du pays. Depuis sa domination, la chef du gouvernement a été chaleureusement accueillie par le gouverneur Crispin Mukendi, les autorités locales et des centaines d'habitants venus l'écouter. La volonté qu'elle a témoignée de venir elle-même après le passage du chef de l'État témoigne combien est important les soucis qu'il anime le gouvernement au travers la première ministre. Le Kasaï attend beaucoup. La chef de l'exécutif central, Judith Suminwa, affiche une volonté claire, celle de rapprocher l'action gouvernementale de réalité du terrain. Partout de ces journaux, des Congolais sans carte d'électeur ou autres pièces d'identité dans l'est de la RDC sont emportés des forces et transférés au Rwanda en violation des droits de l'homme. Cette pratique utilisée par le rebelle est vivement dénoncée et critiquée par la ministre des Droits humains. Chantal Tchavou a aussi signalé des arrestations arbitraires qui se font depuis le 17 mai dernier à Goma et dans d'autres zones occupées par le M23. D'autres détails avec Joseph Oscar Balkaïch. Occupation illégale d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. La ministre des Droits humains dénonce les méthodes utilisées par l'agresseur, notamment la déportation des paisibles citoyens vers le Rwanda. Depuis le 17 mai 2025, à Goma, comme dans d'autres zones occupées, des procédures de tri et d'identification des civils sont menées de manière arbitraire, sans fondement légal ni supervision institutionnelle. Des quartiers entiers sont ciblés, raclés systématiquement par les rebelles. Tout civil ne disposant pas de carte d'électeur ou de documents d'identité est assimilé soit à un combattant FDLR, soit à un réfugié rwandais sans prévenir droit de défense. Ensuite, embarqué de force et transféré au Rwanda en violation flagrante de leurs droits fondamentaux. La ministre des Droits humains exige par ailleurs l'ouverture d'une enquête internationale et indépendante pour établir les faits et les responsabilités. Ces personnes déplacées fuyaient depuis 2023 les combats dans les environs de Karenga et s'étaient réfugiées dans la cité de Sake, notamment dans l'école de Kimonka et autour des bureaux du groupement de Kamuronza. À cet égard, je salue les clarifications apportées par le ministre de l'Intérieur, rappelant que tout rapatriement doit être volontaire,
sécurisée, digne et documentée dans le strict cadre de l'accord tripartite de 2010 entre la RDC, le HCR et le Rwanda. Je dénonce la déportation en cours comme état illégal et contraire au droit international. Pour Chantal Tchanvou-Mwavita, même en contexte de guerre, les partis en conflit ont l'obligation de protéger les civils. Le ministre de la Communication et Médias, lui aussi, vient à son tour de réagir face à la dernière sortie de l'ancien président de la RDC. Pour Patrick Mouyaya, Joseph Kabila est un homme du passé qui n'a rien à proposer aux problèmes actuels de la RDC. Toutes ces sorties sont des ratés et c'est contredit à chaque fois. Les porte-parole du gouvernement l'a dit au cours d'une émission diffusée hier sur nos antennes. Suivons un extrait. Écoutez, hier vendredi, nous on était plutôt pris à notre rendez-vous hebdomadaire du Conseil de ministres où nous discutions des problèmes qui concernent les Congolais, de comment on y répond. Et il y a un des sujets qui est revenu notamment du niveau du ministère de l'Éducation où aujourd'hui nous sommes préoccupés à nous assurer que les enfants qui sont dans les territoires sous occupation puissent participer aux épreuves des examens d'État. Et donc nous nous sommes assurés que les frais qui doivent être payés par le parent puissent être couverts parce que nous sommes plutôt préoccupés par des questions de ce type-là. Et donc il n'y a pas, personnellement, je n'ai pas eu le temps de suivre parce qu'on était occupés à ce qui à nos yeux est plus important. Mais parce que après on a vu les réactions de Congolais. Je pense que les réactions de Congolais qu'on a vues abondamment sur les réseaux sociaux disent tout de ce que le Congolais pense. En réalité, le président Kabila est un homme du passé. Et un homme du passé qui n'a absolument, dans le contexte actuel, rien à proposer pour l'avenir parce qu'on a vu sa première sortie d'abord dans le Sunday Times en Afrique du Sud, où il a porté son soutien à un mouvement qu'il a lui-même combattu comme président. C'est un ensemble de contradictions qui ressortent, mais bon, nous sommes en démocratie, chacun libre de ses opinions. Nous, pour ce qui nous concerne, nous nous affairons à régler des problèmes qui, malheureusement, il n'a pas pu régler à l'époque. Et le plus important pour nous, comme gouvernement, c'est de nous assurer que chaque jour, nous avançons. Et hier, nous avons adopté un collectif budgétaire qui, malgré l'occupation de principales villes de l'Est de la RDC, n'a pas véritablement impacté sur les budgets parce que nous avons réussi à améliorer. Et dans ces budgets-là, qui sera présenté dans les mois prochains à l'Assemblée nationale, on s'est assuré, par exemple, qu'on a amélioré la solde de nos militaires et nos policiers, qu'on a accordé beaucoup de crédits pour tout ce qui concerne le programme de 145 territoires, parce que pour nous, les plus importants, c'est de répondre aux préoccupations et aux problèmes de Congolais à la base. La province de l'Ituri, au-dessus de l'échelle, elle occupe la première place des provinces les plus touchées par la fistule obstétricale. Une campagne des opérations chirurgicales sera bientôt lancée pour tenter de réparer certains cas. Déclaration faite à la presse par la représentante adjointe de l'UNFPA en RDC qui séjourne dans cette partie du pays. C'était au terme de son échange avec les gouverneurs militaires. La province de l'Ituri est parmi les provinces prioritaires pour les fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, en sigle. Dans cette province sous état de siège, UNFPA, en collaboration avec l'administration militaire, travaille de manière particulière dans la lutte contre la mortalité maternelle à travers la prise en charge gratuite des femmes atteintes de fistule obstétricale. Chaque année, plus ou moins 200 femmes bénéficient de cette réparation, a laissé entendre Madame Noémie Dalmoté, représentante adjointe de UNFPA en RDC. Je voulais venir faire la célébration de la journée dans une province qui est très affectée par ces fléaux. La fistule obstétricale, c'est une condition qui isole les femmes. Elle est préventable, elle est aussi réparable. On peut faire des opérations chirurgicales. Et donc on est là avec les autorités, avec un peu cet accent sur les questions de mortalité maternelle, parce que dans 90% des cas de fistule obstétricale, l'enfant ne survit pas et très souvent aussi la maman a des complications très grosses ou risque d'arriver jusqu'à la mort. Donc c'est vraiment une des conditions à bloquer pour pouvoir améliorer la condition de la santé de la femme pendant la grossesse et renforcer la lutte contre la mortalité maternelle infantile.
Cette organisation du système des Nations Unies envisage le renforcement du partenariat et des activités en Ituri dans le cadre de la mise en œuvre de son 6e programme de coopération avec la République démocratique du Congo. Et je suis très heureuse de pouvoir être là pour renforcer les partenariats et la collaboration dans le cadre de la mise en œuvre de notre 6e programme de coopération avec la République démocratique du Congo. Avec les représentants, on a choisi l'Ituri et le Tanganyika, qui sont les 2 premières provinces que j'ai visitées, parce que ce sont des provinces où on a beaucoup d'activités qui nous accompagnons avec une très bonne coopération avec les autorités nationales. Notons que plusieurs femmes de la province de l'Ituri, dont celles qui sont victimes de violences sexuelles, bénéficient chaque année d'une prise en charge de la chirurgie obstétricale à l'hôpital général de référence d'Ibounia à travers UNFPA, qui apporte sa partition dans la lutte menée au quotidien par l'administration militaire, celle de promouvoir le bien-être de la population tel que voulu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le gouverneur de la province du Haut-Uélé vient déboucler sa mission d'itinérance dans sa province. Dernière étape, la chefferie Katero dans le territoire des Ouacha. Sur place, les habitants lui ont soumis toute une pile de doléances, parmi lesquelles le désenclavement de leur contrée, un problème que l'exécutif provincial a promis de résoudre dans quelques jours. La mission d'itinérance d'une semaine presque effectuée par le gouverneur Jean Bakomito Gambou dans le territoire de Ouatsa se terminait par des adresses aux populations de Wanga en secteur Gombari, celle de Sokopa en chefferie Ka-Ateru et de Mumbere, chefferie à Dombi, même dans des heures tardives. Ici et là, l'autorité provinciale a exprimé toute sa gratitude face à l'accueil délirant lui réservé avant de sensibiliser sur la relance agricole, étant donné que la plus importante route de desserte agricole de la contrée, Mumbere, Apodo, Mambasa, est en passe d'être réhabilitée. Un autre atout soulevé par Jean Bakomito Gambou, c'est la réhabilitation en cours de la RN 26 qui serpente toutes ces entités et la construction du pont Boumokandi bientôt ouvert à la circulation. Il n'a pas hésité de leur demander de toujours soutenir le chef de l'État dans ses efforts pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays, mais aussi de rester vigilant pour dénoncer tout cas suspect. À Sokopa, notamment, la population a réclamé d'être désenclavée par l'installation des réseaux de télécommunications. Ces chefs de groupements de peuples autochtones aussi ont levé leur voix. Partout où le cortège de Jean Bakomito Gambou s'est immobilisé, l'on a assisté à des scènes de liesse populaire. Un acte d'engagement sur l'approche distributeur vient d'être signé entre le gouvernement provincial du Kasaï et l'ONG internationale Village Reach Chikapa. Et c'est le vice-gouverneur qui a représenté la province. Un acte d'engagement sur l'approche distributeur privé a été signé entre le gouvernement provincial du Kasaï et l'ONG internationale Village Reach ce vendredi 24 mai 2025 à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. L'activité a eu lieu dans l'enceinte du restaurant de l'espace Foulé dans la commune de Dubumba 1. Dans son allocution, le responsable du projet distributeur privé au sein de l'ONG internationale Village Reach, le docteur Martin Maombissa Matondo, explique à quoi consistait l'approche distributeur privé et l'acte d'engagement. L'activité de ce jour s'inscrit dans le cadre d'une appropriation de l'approche distributeur privé que nous proposons au niveau de la province du Kasaï, où nous avons sollicité l'engagement de l'autorité provinciale au plus haut niveau par rapport à notre approche, parce que nous estimons que l'approche distributeur privé qui consiste à intégrer les distributeurs privés certifiés dans la chaîne d'approvisionnement public pourrait contribuer à l'amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité des médicaments au niveau des établissements de soins de santé. Signalons que l'acte d'engagement signé par le gouvernement provincial du Kasaï et Village Reach découle d'un atelier d'échange tenu durant 5 jours avec les cadres du ministère provincial de la santé publique, les inspecteurs de la santé, la division de la santé, ainsi que la société civile qui avait pour objectif de renforcer la collaboration afin que les distributeurs privés viennent aux rescousses des approvisionnements de produits dans le secteur public.
Du 17 au 18 juin, Kinshasa va abriter les assises du Forum financier de la RDC. Ces rendez-vous organisés par la structure Think Tank aura pour thème « Libérons les potentiels financiers de la RDC ». Mais bien avant l'ouverture de ces forums, nous revenons dans le reportage que vous allez suivre tout à l'heure sur les enjeux de ces rendez-vous économiques. La République démocratique du Congo ayant en permanence besoin d'une industrie financière à la hauteur de son potentiel, ce forum financier de haut niveau devrait, selon les attentes, repositionner le secteur financier comme vecteur central de transformation économique et de souveraineté nationale. La deuxième édition de ce forum, organisée par le think tank RDC Stratégie sous le haut patronage du ministère des Finances, va développer un thème interpellateur intitulé « Libérons le potentiel financier de la RDC, une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et souveraine ». C'est donc un programme ambitieux qui aura au menu, entre autres, des panels thématiques avec des experts nationaux et internationaux, des ateliers pratiques sur la dette publique, la régulation, l'innovation financière. À ce rendez-vous stratégique devraient prendre part près de 500 acteurs, parmi eux les dirigeants politiques, assureurs, fintech, opérateurs de mobile, institutions de microfinance, fonds de pension, banques, bourses, régulateurs, consultants, experts, universitaires et représentants de la société civile. Parmi les sous-secteurs stratégiques concernés, le financement des petites et moyennes entreprises, l'inclusion, la digitalisation, le développement du marché et la couverture des risques, la proximité, l'innovation, l'autonomisation, la bancarisation de masse et l'innovation locale, la retraite, sécurité sociale, fonds de pension et la mobilisation de l'épargne nationale et accès aux capitaux. Voilà l'essentiel des matières qui seront concrètement débattues. Comment mettre en place des activités génératrices de revenus pour les démobiliser à Bunia, en Ituri? Eh bien, les sujets étaient sur la table de discussion entre la délégation du PDD-RCS et la MONUSCO. Une réunion élargie aussi aux membres de la primature, comme nous dit Peggy Mukunda, notre envoyé spécial. Aussitôt arrivé à Bunia, direction quartier général de la MONUSCO pour la délégation conjointe composée du coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Dédieu Désiré Ntangatita, du coordonnateur principal de la section DDR MONUSCO, Ibrahim Khaled, et du conseiller principal de la primature, Jean-Djour Moulande. La délégation était l'hôte du chef du bureau de la MONUSCO en Ituri, Josiah Obadi. Une grande joie a été manifestée pour cet événement fondamental devenu réalité, marquant une étape clé dans la mise en œuvre du processus de réinsertion des démobilisés de l'Ituri. Ce fut l'occasion pour la délégation conjointe d'échanger sur plusieurs activités génératrices de revenus qui seront mises en place au profit des démobilisés, tout en assurant une coordination harmonieuse pour la réussite du processus. Nous apportons une réponse concrète à ces projets pilotes de démobilisés et je suis très impatient de les démarrer, a souligné Jean-Dédié Désiré Ntangatita. Le patron du PDDRCS a tenu à renouveler ses remerciements pour les soutiens de la MONUSCO, particulièrement pour leur appui financier à cette étape pragmatique cruciale du programme. 50 000 doses de vaccins contre la rage canine et autres maladies infectieuses déjà disponibles dans la province du Haut-Katanga. Ces maladies menacent l'élevage et c'est le ministre de la Pêche et l'Élevage qui a procédé à la remise de ces vaccins. Rodépanda. Cette campagne cible spécialement les maladies infectieuses des animaux telles que la rage canine, la peste des petits ruminants et l'anthrax qui constituent une menace pour les élevages et la sécurité alimentaire. Connu spécialement pour ses ressources minières, le Haut-Katanga est aussi une province à forte vocation agro-pastorale. Voilà qui justifie la riposte organisée par les ministres de la Pêche et l'Élevage Jean-Pierre Tshimanga-Bwana contre toutes ces maladies pour sauver les petits et gros bétails en remettant au vice-gouverneur Martin Kazembe Choula 50 000 doses de vaccins, 7 motos destinées à améliorer la mobilité des agents vétérinaires ainsi que des kits d'antibiotiques. À cette occasion, le ministre de la Pêche et l'Élevage a salué l'engagement du président de la République, Félix Tshisekedi, et la détermination
du gouvernement dirigé par Judith Souminois. Vous savez, cette campagne est très importante puisque ça rejoint la phrase du président de la République de la revanche du sol sur le sous-sol. On ne peut pas prendre la revanche sur le sous-sol si on n'a pas l'élevage, si on n'a pas l'agriculture, si on n'a pas la pêche. Et s'il y a des maladies qui déciment l'élevage, il faut riposter pour permettre aux éleveurs d'avoir de bons cheptels qui permettront de donner une bonne vie à la population afin que cette dernière soit munie en protéines animales. C'est la dernière étape de la première série qui est partie de la province du Congo, Kwilu, Congo central et Lualaba, marquant ainsi le nouvel épisode dans l'engagement du gouvernement congolais pour la bonne santé animale durable et un développement rural inclusif. La Haute École du Commerce, ex-IEC de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, a procédé le vendredi dernier à la collation des grades aux lauréats en master complémentaire. Sur le 220 inscrits pour cette première édition, 213 ont reçu leur diplôme. La cérémonie a eu lieu à l'amphithéâtre de cet établissement d'enseignement supérieur. Au total, 213 lauréats, parmi lesquels 26 femmes, formées par près de 50 professeurs d'ici et d'ailleurs, ont reçu ce 23 mai leur diplôme des masters. Ils sont désormais éligibles au doctorat. Un défi relevé grâce au leadership du comité de gestion que dirige le professeur ordinaire Armand Kabange Kitenge, DG de l'IEC Lubumbashi. Ces derniers ont rendu des hommages mérités aux autorités du pays, en commençant par les chefs de l'État. Avec ce programme, l'objectif de mon comité de gestion est de doter l'Institut supérieur de commerce de Lubumbashi d'un personnel académique d'ici 4 ans d'environ 50 professeurs à thèse. Préparer la relève et rendre compétitif son personnel scientifique, ces comités de gestion restent respectueux des directives de son ministère des tutelles. De quoi recevoir les encouragements du DIRCABA de la ministre de l'ESU, du vice-président du CAISTAT et les éloges des apprenants. Les lauréats sont proclamés master en banque et assurance, banque et microfinance, comptabilité, contrôle et audit, douane et assises, entrepreneuriat, gestion et évaluation des projets, fiscalité, gestion des ressources humaines, marketing, intelligence des affaires, ainsi qu'en administration et réseau. Ils ont cru à ces programmes du 3e cycle et doivent persévérer dans la vision lancée pour accroître le nombre de professeurs propres à l'IEC Lubumbashi. Et de la culture, avant de nous séparer, la RTNC, votre chaîne honorée, notre consoeur Sandra Nyangitabou, la vedette, la star et je dirais même l'image du journal de 20h vient d'être élue meilleure présentatrice du journal télévisé en RDC pour l'année 2024. Elle a reçu le trophée de la Méritocratie Culturelle Awards DRC. C'était au cours d'une soirée culturelle organisée dans la capitale. D'autres détails avec Diane Balakambombo et Guilin Kassou. Une trentaine de prix remis ce jour aux lauréats qui se sont distingués au cours de l'année 2024 dans l'exercice de leur métier. Culture Award, DRC World, trophée de la méritocratie. Cette initiative de Kimenga vise à encourager le meilleur dans chaque domaine. Pour cette 9e édition, les candidats de 3 pays africains, dont la RDC, l'Angola, l'Afrique du Sud, étaient sur la ligne des courses. Le prix de la découverte musicale a été arraché par l'abbé rappeur de la RDC. L'émission de Nodi, premier de l'Angola, elle vient de rafler le prix de la meilleure émission. La star du journal télévisé de 20h de la RTNC, Sandra Nyangi, a été désignée comme meilleure présentatrice du journal télévisé, un prix qu'elle dédie à toute la rédaction française. Je tiens à remercier la directrice générale de la RTNC, Mme Sylvie Leyebo. C'est un immense honneur en même temps à la RTNC qui a choisi de nous mettre à l'horaire comme présentatrice star de 20h. C'est une reconnaissance en fait de travail que nous faisons. Nous savons que le travail de journalisme est un travail de toute une équipe en allant par le recueillement ou collecte des informations, le traitement jusqu'à la diffusion et nous sommes là maintenant pour assumer la diffusion. Nous devons toujours garder la tête comme nous sommes l'église au milieu du village. Nous devons garder cette place et nous devons rafler de temps en temps des prix comme ça pour marquer d'une pierre blanche notre présence dans la scène médiatique. Le prix de la culture a été remis au professeur Chamala de l'Académie des Beaux-Arts. Hasard du calendrier, la remise de ces prix a coïncidé avec la célébration de la Journée internationale de l'Afrique.
Et puis, ces communiqués de la Régie des eaux avant de nous séparer. La Régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa-Ouest, informe ses abonnés de la partie ouest que son usine de traitement d'eau potable de Lukunga est en arrêt depuis le lundi 26 mai dernier, suite à l'assablement des captages d'eau. Cette situation est consécutive aux dernières pluies diluviennes qui se sont abattues à Kinshasa et par conséquent, une interruption est observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers ci-après Malueka, Pompage, Kintsuka Pêcheur, Brikine, Mboudi, Kimbwala, dans Bosco. La Régie des eaux SA a pris les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ces désagréments. Elle rassure que l'équipe L'innovation est déjà à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la desserte en eau potable faite à Kinshasa. Le lundi 26 mai 2025, le directeur régional de Kinshasa-Ouest, ingénieur Raymond Matundu Paka. Et voilà, c'est fini pour ces journaux de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 19h avec Paulette Lumba. Au revoir.